comment, historiquement, la gauche, le monde ouvrier, la nation s'est posé la question de la place de l'étranger, de la place de l'immigré dans chacune de ces structures, la République, la classe ouvrière et la nation. Alors pour commencer, comme je vous l'ai annoncé, on va vous laisser la parole. Il y a des micros qui circulent, mes camarades peuvent vous les passer. Voilà, pour vous entendre dans cet espace-là, je vous demande évidemment d'essayer de faire bref, parce que sinon on n'y arrivera pas, on a 10 minutes. Voilà, qu'est-ce que vous aimeriez voir aborder ? Excusez-moi, j'ai la voix qui porte pas très bien. Je voulais vous poser la question aux invités, aux intervenants, si, d'après eux, la manière dont la gauche a commencé à se questionner ou se re-questionner sur l'immigration est pas liée à la décolonisation. Je veux dire par là que, à partir de la fin de la guerre d'Algérie, des personnes qui faisaient partie, mauvaise manière, de la France sont devenus des étrangers et qu'on ne les a plus considérés comme des personnes faisant partie et que du coup, d'une certaine manière, les problématiques racistes sur l'immigration sont venues aussi d'un regret d'une certaine catégorie de Français d'avoir perdu cet empire colonial. J'y associe également les réflexions qu'on peut avoir sur la question des Outre-mer et notamment la pensée de Césaire par rapport à ces éléments-là, où toutes les questions liées à l'immigration et au racisme et à la négritude notamment sont intimement liées à un post-colonialisme qui n'est pas fait. Voilà. Je ne sais pas si j'étais concis. Très bien, Si, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, volonté de poser des questions ? Alors moi, la gauche et l'immigration, je suis montée à Paris il y a 40 ans et j'ai découvert qu'il y avait dans le monde du travail des sans-papiers. Et je dois dire que l'actualité aujourd'hui nous révèle que ça n'a pas été résolu. Donc entre-temps, moi, j'ai eu le droit de vote, j'ai voté, je suis a priori dans une municipalité de gauche et j'habite le 18e, donc je suis bien placée pour dire que la gauche et l'immigration, on est loin du compte quant au traitement du problème. Et en fait, on a un maire socialiste qui nous oppose le fait que c'est pas son problème, c'est la préfecture. Et nous, citoyens parisiens, on nous dit faut vous habituer à vivre avec des gens qui sont obligés de dormir dans la rue. Donc la gauche et l'immigration, je pense qu'ils vivent sur la bête, quoi. Parce que rien ne peut dire dans cette expérience que j'ai depuis 40 ans que la gauche a suffisamment traité le problème, quoi. Voilà. Bon. Donc c'est concret, c'est réel. La gauche, ce qu'on appelle la gauche en matière de parti socialiste, on va dire. Parce que les habitants, par contre, parisiens, eux, sont sur le terrain. C'est-à-dire que les citoyens parisiens développent ce que l'État serait censé faire, que ce soit sur la distribution de quoi se vêtir, de quoi se nourrir. Mais on n'a aucun soutien de la gauche parisienne élue en mairie, quoi. Voilà. Bon. Ok, merci beaucoup. J'avais vu des mains par là, non ? Allô ? Oui, pardon. Ça donne rien. Oui, ça y est, ça donne. Bonjour. Je voudrais poser une question qui est la suivante. Est-ce que la gauche a pensé l'immigration ? C'est une question ouverte, je n'ai pas la réponse, ou plutôt, j'ai en tout cas un doute très sérieux. Moi, j'ai commencé mon engagement politique fin des années 70 dans une commission consacrée à l'immigration à Paris 15e. Paris 15e, c'était la fermeture des usines Citroën. Fermeture qui a été meurtrière en termes de perte d'emploi et de malheureux travailleurs se retrouvant sur le carreau. Et une gauche qui essayait en tout cas, qui ne se posait qu'une question: comment on fait ? Et je pense que ce qui s'est passé dans les années 70 témoigne bien de notre absence de pensée de l'immigration. Quand on se souvient d'une commission au sein du Parti socialiste qui réunissait Le Garec, Perraudot et d'autres, qui était une très bonne commission qui essayait d'apporter des éléments concrets de réponse, mais uniquement sur le thème comment on peut faire pour les tirer de là. Entre l'incident de Vitry, on ne rappellera pas, mais il est un peu dans toutes les mémoires,
qui témoigne bien d'une sorte de ce que j'appellerais un impensé radical de l'immigration, en ce sens que on s'interrogeait dans un contexte déjà de montée de l'extrême droite à l'époque. Dans certains quartiers, ça commençait véritablement à naître. On ne s'occupait que de savoir comment résoudre le problème humanitaire que posait la désindustrialisation, l'arrivée d'immigration, mais on ne se posait pas une question qui me paraît fondamentale, qui est de savoir dans quel état, en quelque sorte idéal, une immigration peut intervenir sans qu'elle en subisse les effets. En gros, quelle préparation doit préparer une immigration? Est-ce qu'une immigration, ça doit être un flot qui intervient sans qu'on réfléchisse un peu sur ni ses racines, ni sur l'usage, entre guillemets, que peut en faire soit l'économie, et sans réflexion sur l'accueil social? Ou bien est-ce que l'immigration est une politique? Et je ne me souviens pas, depuis les années 70, jusqu'à en tout cas un temps assez récent, qu'il y ait eu véritablement une réelle politique de l'immigration en France. D'accord, merci beaucoup. François. Bonjour. Voilà, des questions que je voulais vous poser. C'est concernant le rapport de la gauche à l'État. Vous évoquiez la nation. La nation est antérieure, me semble-t-il, à la Révolution. Et donc, le problème qui est lié, qui émerge par rapport à l'immigration, c'est le rapport à l'État. Comment l'État, qui n'est pas la nation, il y a un trait d'union entre État et nation, mais qui n'est pas la totalité de la nation, émerge et régule, en fait, cette question. J'ajoute aussi qu'il faut penser l'immigration dans l'économie monde, hein, au 19e, puis aussi au 20e et 21e siècle. Et donc, le statut de l'immigrant, il est surtout lié au grand flux du capitalisme. Et donc, comment il émerge, au libéralisme. Donc, il faut le penser dans cette logique-là. Et donc, voilà, ce sont des points que je porte à votre réflexion, à notre réflexion commune. Merci beaucoup. Je crois. Bonjour. Donc, c'est bon ? Oui, allez-y. Oui. Donc, moi, je fais partie de ce qu'on appelle plutôt la gauche anti-immigrationniste. Je fais partie de ce qu'on appelle plutôt la gauche anti-immigrationniste. J'étais candidat de la France Insoumise aux législatives à Mayotte. Donc, à Mayotte, on a des problèmes particuliers d'immigration, puisque plus de 50% de la population est étrangère, avec un nombre de personnes en situation régulière qui dépasse les 25% du territoire, avec des problèmes qui débordent sur les services publics, des constructions d'écoles chaque année. Chaque année, on construit un collège. Voilà, on a de gros problèmes d'immigration à Mayotte, et il m'a fallu, en tant que candidat de gauche, répondre à des questions dont le thème principal de campagne, c'était l'immigration. Voilà. Depuis, on ne va pas parler du cas spécifique de Mayotte, parce que c'est vraiment un cas spécifique, avec un problème qui, aujourd'hui, sert à l'extrême droite pour valider sa théorie du grand remplacement, parce que aujourd'hui, le parti qui domine le plus à Mayotte, étrangement, parce que la population est d'origine africaine et musulmane, le parti qui a le vent en poupe, c'est le Rassemblement national. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'habite à Saint-Denis, à la plaine Saint-Denis. En face de chez moi, j'ai des gens qui dorment sous des tentes. Je participe de temps en temps à des collectes de vêtements ou de nourriture, mais je me dis, c'est pas possible qu'on accueille cette immigration si c'est pour l'accueillir dans ces conditions-là. Et me revient en tête la phrase de Michel Rocard. Voilà. Et je me demande dans quelle mesure on peut accueillir. Et si c'est pour accueillir dans de mauvaises conditions, pourquoi le faire? Et ne devrait-on pas discuter plutôt de combien accueillir? Est-ce que ça ne devrait pas être à gauche notre préoccupation? D'accord, merci.
Il reste 2 minutes, on prend encore 2 questions. Excusez-moi, là oui, il y a un débat qui s'amorce, mais on va peut-être faire réagir nos intervenants. Et parce qu'il y aura un autre moment consacré normalement à un temps d'échange. Donc, Mais j'avais compté 10 minutes, il restait un tout petit peu, mais vas-y. Bon. Ok, bon, alors si on bascule... Alors, donc je vais vous laisser la parole. On voit sur les questions qu'en fait, ça me semble intéressant parce que la dimension historique est plus que nécessaire. On le voit bien sur les remarques qui ont été faites, remontent aux années 60, aux années 70, voire à du plus contemporain, tout en posant des questions qui, me semble-t-il, en remontant à la Révolution française ou aux années 1880, voire même après, on a des éléments qui permettent non pas de répondre, mais en tout cas d'éclairer et de contribuer au débat. La deuxième dimension qui me semble intéressante par rapport aux questions qui ont été posées, c'est celle de la diversité de la gauche, à la fois idéologique, qu'on connaît et qu'on intuite assez facilement, mais également dans ses composantes, hein, à la fois des militants, mais également des leaders, des responsables et des intellectuels. Comment chacun de ces 3 groupes-là, militants, leaders et intellectuels, ont-ils pensé ou pas pensé la question de l'immigration ? Et enfin, troisième question qui est revenue, c'est la question de la géographie de cette immigration, de la dimension, de l'échelle à laquelle il faut penser l'immigration, échelle extrêmement locale ou échelle monde, comme l'un des participants a posé cette question. Alors je vais vous proposer chacun, les uns après les autres, d'intervenir, en commençant, j'allais dire par l'ordre chronologique, par Sophie Vanish. Alors vous avez une dizaine de minutes pour vous exprimer, et puis voilà, chacun. Bon, mais merci aux organisateurs, merci au public d'être là et merci pour toutes ces questions. Je voudrais quand même en préalable dire que s'il y a un intérêt à faire de l'histoire, c'est justement pour peut-être décaler les questions. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y répondre, mais peut-être qu'il faut un tout petit peu faire un pas de côté pour pouvoir revenir vers des questions qui sont celles de l'immédiat présent. Et construire un rapport qui est peut-être un rapport qui n'est pas immédiat, qui n'est pas direct. Alors donc dans cette indirection, il me semble qu'un des premiers points qui peut être fondateur, c'est la question de quelle hospitalité. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, que ça soit la question sur les sans-papiers dans le 18e et la non-assistance, que ce soit les conditions dans lesquelles on accueille les étrangers sous détente et que cela peut conduire finalement à considérer qu'il vaudrait mieux ne pas dans ces conditions-là. Il me semble qu'il y a quelque chose qui se joue sur effectivement quelle notion d'hospitalité a existé au XVIIIe siècle et pendant la Révolution et pourquoi. Il se trouve que cette notion d'hospitalité, elle a à voir avec la manière dont on imagine 3 choses en même temps qui sont apparues dans les questions. L'universel ou l'universalité de l'humanité, du genre humain, la manière dont on va construire malgré tout des peuples qui sont donc en tant que communauté humaine doués de limites, et ces limites peuvent être territorialisées ou non, mais il y a quand même des limites de groupes humains, et donc la question de la frontière, et puis la question de l'organisation entre ce genre humain et cette frontière à travers différentes formes de relations, qu'elles puissent être celles de l'impérialisme, et ça rejoint la question du colonialisme, ou celle de ce que les révolutionnaires appellent une cosmopolitique, et je vais essayer d'expliquer ce qu'il en est, et puis d'expliquer également la manière dont la question de la guerre a organisé en fait la manière d'imaginer de la possibilité ou l'impossibilité de cette hospitalité. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que au moment où débute la Révolution française, il y a des étrangers sur le territoire de la monarchie française, que ces individus qui sont installés sur le territoire sont considérés comme des étrangers, mais peuvent avoir obtenu des lettres de naturalité, et que donc il ne faut pas attendre la République ou même la Révolution pour qu'il y ait une pensée de comment on devient français en étant étranger et quel est le droit des étrangers dans une situation comme celle de... Enfin, quand on est en France.
Donc, de ce point de vue-là, il me paraît important de dire que les étrangers qui étaient présents sur le territoire ont participé pleinement, par exemple, aux élections aux États généraux, parce qu'ils étaient compétents pour payer ce qu'on appelle la capitation, qui est un impôt, et donc ils ont été partie prenante des assemblées pour fabriquer les cahiers de doléances, pour pouvoir voter, etc. Bon, ça c'est un point, c'est ceux qui sont déjà là, mais ça ne pose pas la question immédiate de l'universel, parce qu'ils sont sujets du roi au moment où ont lieu ces questions. Cette question de l'universel, elle est fondatrice pour les révolutionnaires. Elle est fondatrice parce que c'est au nom de l'universel qu'ils peuvent renverser l'ancien régime. S'il n'y a pas l'universalité de la raison, alors il n'y a pas de possibilité de dire que les nobles n'ont plus de raison d'être nobles. Et donc il y a quelque chose qui est fondateur, au-delà de la question des étrangers. Il y a quelque chose où il faut reconnaître que la raison est universelle et qu'il va donc falloir puiser dans cette universalité de la raison les lumières qui vont permettre de fabriquer la meilleure constitution possible. Donc le premier imaginaire qui est présent, c'est une raison universelle, et du coup un appel à l'ensemble des savants de l'époque pour pouvoir fabriquer un congrès, donc dans l'Assemblée nationale du monde entier, qui va fabriquer la Constitution française. Donc là, vous voyez que l'universel, il est invité par la nation en tant qu'il y a des gens qui seraient capables de donner leur lumière à ce pays qui fait une révolution, qui souhaite en retour l'offrir à l'ensemble de l'humanité. Donc il y a un va-et-vient. Ce n'est pas simplement la nation ethnocentrique qui pense que ce qu'elle fait, c'est mieux que tout le monde. C'est une nation qui pense que l'événement a une valeur universelle et qu'il faut donc inviter l'universalité pour relancer la balle ensuite de l'autre côté. Dans ce contexte-là, il va y avoir une pensée qu'on appelle celle de la cosmopolitique, qui n'est pas nouvelle, qui est liée au droit naturel, au droit des gens, et qui va être portée par un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale, dont Volney, et qui ne vont pas obtenir que cette idée d'universalité du genre humain et de possibilité de refuser à ce titre-là la guerre soit inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais ils vont obtenir qu'il y ait une déclaration de paix au monde. Et c'est cette déclaration de paix au monde qui permet de penser le droit d'asile. Donc on est là dans toute une série de choses, raison universelle, appel à une pensée qui serait celle d'une cosmopolitique des savants, puis une cosmopolitique pensée comme droit des gens, qui conduit à affirmer qu'une nation comme la France qui fait sa révolution ne peut pas ne pas cesser de vouloir faire la guerre aux autres peuples. Donc, première chose, on ne fait plus la guerre. D'autre part, dans cette cosmopolitique, il y a l'idée qu'il va falloir construire un espace commun de valeurs. Et que si on construit un espace commun de valeurs entre les différents peuples, ce qui est la part incertaine. L'incertitude de la révolution, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre. On ne sait pas si les peuples vont vouloir s'émanciper de leurs despotes, ou s'ils vont vouloir rester dans la servitude volontaire, ou qu'ils ne vont pas pouvoir se dépêtrer de cette servitude. Donc il y a quelque chose d'incertain, mais ce qui est imaginé à ce moment-là, c'est qu'au fur et à mesure que les peuples vont se donner les mêmes principes qui sont supposés être universels, ceux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors ils pourront être dans des relations réciproques. Et si on est dans des relations réciproques, alors il va y avoir un droit de circulation entre ces pays qui disposent des mêmes principes. Et il y a donc un droit de l'hospitalité qui suppose qu'on soit accueilli comme on sera accueilli ailleurs dans ces mêmes pays. Et donc il y a quelque chose de l'ordre d'une hospitalité qui fonctionne sur la réciprocité. Et cette réciprocité fait qu'il y a certaines choses qui sont acceptables et d'autres qui sont inacceptables. Dans les choses acceptables, c'est l'idée qu'on va pouvoir aller dans un autre pays pour faire du commerce. Mais ce qui est inacceptable, c'est de posséder le territoire ou les biens qui sont ceux de la nation du pays en question. Donc on ne peut pas avoir le Qatar qui achète les biens nationaux, on ne peut pas avoir les multinationales qui achètent le travail en le déplaçant, etc. Donc il y a quelque chose d'un anti-impérialisme qui passerait par le droit de l'hospitalité. Donc il y a une pensée très ferme là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'aliène pas le territoire, on n'aliène pas les biens nationaux. Dans cette cosmopolitique, il y a l'idée que les biens, par contre, qui ont été apportés appartiennent à la personne qui s'installe
et qui va pouvoir acheter ce dont il a besoin pour vivre, mais pas ce dont il pourrait faire un usage abusif pour pouvoir conquérir. Et donc, il n'y a pas de droit de conquérant. On ne peut pas conquérir par l'hospitalité. C'est très distinct. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une confusion. Dans l'affaire du grand remplacement, c'est une confusion entre l'hospitalité et la conquête. Et il me semble que la question de la conquête, ça va me permettre de passer à un deuxième point, eh bien, elle est tout à fait pensée aussi d'une manière centrale, et d'une manière centrale parce que ce qu'on estime être les conquérants, c'est justement ceux qu'on veut défaire, c'est-à-dire les nobles. Ce sont les nobles qui ont été conquérants. Ce sont les nobles qui se sont présentés comme supérieurs parce qu'ayant été victorieux dans cette conquête. Et donc, ce qu'on ne veut plus, c'est qu'il y ait la possibilité d'une guerre de conquête. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir un tour de passe-passe où l'hospitalité serait une nouvelle forme de la conquête. Et donc, oui, il y a une certaine méfiance. Et par exemple, en 1793, on va interdire la présence dans les places fortes, donc au moment où la guerre a été déclarée et où l'ensemble de l'Europe est coalisée contre la France, on va interdire les places fortes aux étrangers. Je vais un tout petit peu plus vite parce que c'est très difficile en 10 minutes. Dans ce droit de l'hospitalité, donc il y a des choses où on va s'autoriser à avoir des limites en fonction des situations, mais on va aussi affirmer qu'il y a nécessité de reconnaître en chacun des êtres humains sur l'ensemble du globe un frère et un citoyen. Ce qui fait que quelqu'un comme Saint-Just, en 1794, peut affirmer qu'il faut faire une cité, c'est-à-dire un peuple de citoyens, amis, hospitaliers et frères. Et donc ces termes-là, évidemment, l'hospitalité, elle est au cœur de la situation. C'est une hospitalité interne au pays, mais c'est aussi une hospitalité externe. Et il y a effectivement l'idée qu'il est absolument nécessaire de constituer des relations stabilisées entre pays qui sont capables de reconnaître les mêmes principes et qu'il faut continuer à être dans cette logique-là. Alors, pour autant, la période révolutionnaire n'est pas une période idyllique pour les étrangers. Parce qu'effectivement, comme l'ensemble de l'Europe est coalisée contre la France, il y a toute une série de moments où il y a un vertige. Et le premier vertige consiste à se demander s'il est vraiment raisonnable d'avoir des députés qui soient étrangers. Et donc on va avoir une première réaction contre deux députés étrangers très célèbres, Anna Karszis-Klutz et Thomas Paine. Et on va dire non, finalement, un député, surtout dans une situation où on a l'Europe coalisée contre nous, ne peut pas être étranger. On ne peut pas, comme ça, débattre avec des gens dont on ne sait pas exactement s'ils sont vraiment loyaux avec la nation. Et donc cette affaire de nation, elle prend une place plus importante. Si le premier étranger, c'était le roi, en tant qu'il avait trahi son propre peuple, peu à peu, la catégorie d'étranger en tant que celui d'étranger politique comme le roi, qui est celui qui ne respecte pas la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour aller vite, va se concaténer, va s'associer mentalement dans les imaginaires sociaux avec les étrangers en tant qu'ils sont nés en dehors du pays. Et tout le droit qui se met en place depuis mars 1793 jusqu'à la fin de la Révolution, est un droit qui va finalement être hostile aux personnes nées en pays étrangers, surtout si elles sont installées sur le territoire depuis moins de 20 ans. Et là, cette question du moins de 20 ans, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est en fait une espèce de fantasme qu'on pourrait appeler une nappe immobile du temps. C'est qu'un étranger est un nomade et qu'un nomade, c'est un être dangereux. Et qu'en conséquence, quand on fabrique une communauté, que ce soit la communauté du genre humain ou la communauté nationale, eh bien, il ne faut pas de nomades. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais confisquer la parole. Il y aurait plein de choses à dire. Mais je pense que là, ça permet de circuler entre les différentes questions de différentes manières. Merci beaucoup. C'est là qu'on voit le caractère très difficile et très frustrant de parler en 10 minutes, et on vous aurait entendu parler bien plus longtemps. Cette notion d'hospitalité me semble évidemment absolument centrale pour notre réflexion, mais également
l'évolution de la révolution. Hein. On sent bien dans le temps que les choses bougent au fur et à mesure que se stabilisent les limites et les frontières aussi. Alors maintenant, je donne la parole aussi pour 10 minutes. Je serai aussi à Thomas Brantôme. Et voilà. Bonjour tout le monde, ravi d'être là. Il est vrai que cette question de l'immigration, à mon sens, nous oblige. Donc plus qu'une joie d'être là, c'est le sentiment d'importance. Monsieur a demandé si la gauche était déjà posé la question de l'immigration. Nous pouvons dire qu'en tout cas, nous devons nous la poser. Le niveau de souffrance de la question migratoire, à mon avis, nous met au seuil de nos responsabilités. Je suis chargé par les invités que je remercie de vous parler de la place de la République dans la question migratoire. Alors la République étant un mot chargé, notamment à gauche depuis une trentaine d'années, je tiens à dire que moi je viens d'une classe moyenne basse, de banlieue, où la République n'avait pas de sens. C'était un peu comme dans En attendant Godot, c'était pas tant qu'on la détestait, c'était qu'on savait pas où elle était. Donc on l'attendait, on nous disait il y a un mot dont on nous parle, mais on ne sait pas bien ce que c'est. Et j'étais surtout vacciné contre le racisme par l'expérience d'une vie au quotidien où dans les clubs de basket et dans notre manière de traîner dans la rue, nous savions que la boussole, c'était notre antiracisme. Mais aujourd'hui, avec le temps et après avoir fait une histoire de la République, je me dis que c'était probablement dommage d'avoir abandonné la République et je vais essayer de vous dire pourquoi. Alors, dans le débat actuel, à mon avis, nous avons deux écueils, deux extrêmes. Il y a ceux pour qui tout est la faute de la République, et puis il y a ceux où rien n'est la faute de la République. C'est-à-dire que ce que j'appelle en langage scientifique, ceux qui ont une ontologie négative, c'est-à-dire que voilà, dès que tu parles du mot République, forcément il y a quelque chose qui ne va pas. Et ceux au contraire, voilà, la République aurait un pouvoir magique. Vous l'avez bien vu que le problème de la République, c'est que à un moment, notamment dans l'espace public et surtout au niveau des politiques, à force de l'employer, hein, les Italiens se moquent de nous en disant on a des banquets républicains, des fêtes républicaines, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc effectivement, je fais une critique de ce que j'appelle la République incantatoire. Et nous allons essayer de voir que la question migratoire met particulièrement en tension la République. Et dans la théorisation que j'en fais, nous allons voir, à mon avis, le bon point d'entrée. Je dirais que la République a été dévitalisée et il faut la revitaliser par deux moyens qui seront mon petit exposé. D'abord, une resignification qui passe nécessairement par son histoire, son étymologie. On n'aura pas le temps aujourd'hui. Et deuxièmement, ce que j'appelle son effectivité. Puisque à chaque fois que je suis dans les quartiers populaires, on ne me fait pas une critique de la République en soi, on me fait une critique des promesses ratées, non tenues de la République. Et ça, je pense que ça doit nous indiquer une piste à suivre, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un hiatus entre les principes de la République et sa pratique. Alors, pour dire quelques mots sur les principes qui vont compléter ce que disait Sophie Vanish et qui répond à quelques-unes de vos questions. Premièrement, il va de soi, la question de l'immigration ne se pose pas au moment de la création de la République en 1792. Il n'y a pas de question migratoire, pas de migration de masse, donc la question n'est pas là. Par contre, nous avons tout de suite un premier élément qui a été demandé tout à l'heure sur la question de la nation. Comme vous le savez, la nation a une histoire triste, tragique, c'est qu'on a rajouté un isme à nation. C'est-à-dire que la nation, qui était un beau concept que je vais essayer de développer, a fini en fait par être le moteur de pensée et de passion plus triste, pour parler comme Spinoza, notamment sous la Troisième République, et a entraîné que la plupart des gens qui avaient vécu les horreurs des années 30 et des années 40 se sont dit on abandonne la nation. À partir de ce moment-là, ça a été récupéré par l'extrême droite et nous sommes fait cornériser. C'est-à-dire que comment prendre un mot qui est chargé d'une substance négative, c'est-à-dire le nationalisme, donc l'exclusion des autres. Alors revenons à l'origine. J'espère que c'est pas moi. C'est moi, madame ? Ok. Alors, il faut le marteler partout. Et Sophie l'a déjà dit. La conception de la nation républicaine est une conception non ethnique. Non ethnique.
À aucun moment pour les républicains et les révolutionnaires, être français, être de la nation, être de la patrie, c'est blanc ou catholique ou avoir des ancêtres français, que sais-je, absolument pas. Il y a une définition qui est donnée par Sieyès dans Qu'est-ce que le tiers-État en janvier 1789, qui pourrait, même si Sieyès après a un peu dérivé, mais le début de sa définition était intéressante, c'était qu'est-ce qu'une nation? Un corps d'associés vivant sous une loi commune et une même législature. Nous avons des éléments très, très importants dedans. Corps d'associés, donc déjà, il y a un peu le proto-socialisme, il faut être associé, il faut vivre ensemble. Une loi commune, on pourrait faire toute une séance là-dessus, et une même législature, une même loi, une même justice également. Alors, on pourrait dire, oui, mais ils ont annoncé ça, mais est-ce qu'ils ont donné une effectivité? Bah oui, parce que tout de suite, on a donné la nationalité à des personnes qui ne l'avaient jamais eue et qui sont des groupes importants. Les protestants, dont vous savez à quel point ils ont été chassés, eu égard aux guerres de religion en France. Les hommes libres de couleur. Hein. Dans un premier temps, il y a eu un débat en mai 91 où on n'a pas été jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Il faudra attendre le 4 février 1794. Mais déjà, Robespierre défend à ce moment-là l'abolition des colonies, et puis les Juifs en 1791. Donc, si vous voulez, nous avons tout de suite envoyé un signal qui était de dire, voilà, la nation est non ethnique et elle est liée à une logique de principe. Et dès lors que la République s'est mise en place en 1792, tout de suite, il y a eu une nouvelle Assemblée nationale qui s'appelle la Convention, et nous avons même élu des députés qui n'étaient pas français. Bon, Sophie a sauté dans le temps, c'était Thomas Paine, un anglo-américain, et Anacharsis Clootz, qui était un Prussien. Et effectivement, les choses vont changer. Et ça me permet de finir le temps. C'est que notre première vision de la nation, je vais dire sur quoi elle était adossée, et puis pourquoi elle a un peu basculé. L'idée de la nation, de la République et du jacobinisme, là aussi, les mots ont été pervertis avec le temps. Quand aujourd'hui vous parlez de jacobinisme, on vous dit « Ah d'accord, c'est centralisation, étatisation à outrance, au contraire homogénéisation, et donc on enlève les particularités ». Ce n'est pas ça. Les principes de la révolution jacobine au début, Sophie Vanish l'a dit, c'est l'universalisme. Fondé sur un droit naturel, l'idée de la loi naturelle, elle remonte à l'Antiquité, elle a été posée d'abord par Aristote, Cicéron, puis ensuite elle a été précisée au XVIe siècle. C'est l'idée que toute personne, dès qu'il naît, est titulaire de droit. Donc ça, forcément, vous dépassez les frontières. C'est ça que Sophie Vanish appelait le cosmopolitisme. Il n'y aurait qu'une cité, une cité universelle, celle du genre humain, avec la fameuse phrase très connue « Je suis citoyen du monde ». Et ça, c'est très présent chez les révolutionnaires. La preuve, la fameuse déclaration des droits de l'homme. Ils ne disent pas « nous créons des droits », ils disent « nous déclarons des droits ». En fait, les hommes, vous les avez, ces droits, mais en fait, ils ont été, c'est le préambule, oubliés, méprisés, et nous sommes là pour les rappeler. Donc, sur le principe de la République, les mots ont un sens et nous permettent d'avoir un corpus qui répond à la question de l'immigration. L'universalisme est là, l'égalité, qui est un véritable concept moteur, qui est peut-être même le moteur de la Révolution. Et puis le troisième, c'est la question du peuple. Alors, comme a dit Sophie Vanish, ce qui est un tout petit peu plus compliqué, c'est qu'effectivement, la guerre commencée à partir du 20 avril 1792 va faire rage et va entraîner à ce que, notamment Robespierre, c'est comme s'il y avait un peu deux Robespierre, le Robespierre qui était pour l'universalisme et les droits naturels, relie Rousseau, un Rousseau qui regarde dans l'Antiquité et qui dit cette phrase, par exemple, « Le républicain est dur à l'étranger ». Alors évidemment, vous imaginez, comme cette phrase, on peut lui faire dire les pires choses. La question, et je m'arrêterai là-dessus, la question c'est, en réalité, ce que j'aime dans la notion de république, c'est qu'elle nous permet, à mon avis, de tenir une ligne de crête. Premièrement, en étant non ethnique, elle permet de lutter, et on en parlait avec Gérard Noiriel tout à l'heure, sur les forces agissantes xénophobes qui sont en train de revenir et qui, eux, s'organisent à travers des conventions, etc. Et donc, il faut que chaque personne, même quand ils débattent des mots comme France, République, Nation, soit capable de revenir aux origines de la République pour dire qu'ils se trompent quand ils essayent de nous donner une vision ethnique, identitaire de la nation et de la France. Mais de l'autre côté, je voudrais dire que la République aussi nous permet de lutter contre un
une forme d'excès venu de la pensée anglo-saxonne, qui est un multiculturalisme dévoyé, qui en fait nourrit le libéralisme et l'individualisme. À savoir, je pense simplement à ce que je suis, comment je suis, quels sont mes droits à moi, et qui ne pense jamais à la question du collectif. La vraie question, et c'est ça qui répond à votre demande, c'est que la République, dans ma définition, pour reprendre un peu quelque chose du kantisme, c'est qu'il faut intégrer à notre maxime individuelle, donc on reconnaît qu'il y a une autonomie de la volonté, mais intégrer à la maxime de notre action individuelle le collectif. Mais il ne faut jamais que le collectif effondre la logique de l'individuel, c'est le totalitarisme, mais ni que l'individualisme écrase complètement la question du collectif. Et en ce sens, je trouve que notre réunion aujourd'hui, elle est très importante parce que nous voyons que nous devons ni abandonner ces gens qui sont morts en Méditerranée, ces gens, comme le disait monsieur qui vit dans le 18e, j'y vis aussi à côté d'eux, qui pleut, j'ai une pensée à eux, pour eux, on sent bien qu'il pourrait y avoir un abandon total. Et de l'autre côté, effectivement, l'idée de classes populaires qui peuvent avoir l'impression, dans un moment donné, que la gauche, notamment le PS, avait abandonné ces classes populaires au nom simplement de ce qu'on a appelé le sociétal. Donc, je vais arrêter sur ce point de vue-là et je pense qu'il y aura un échange. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, par exemple, l'élection de Trump, ça a été aussi une forme de revanche, ça a été montré par Serge Halimi dans Le Grand Bond en arrière, de toute une classe moyenne, prolétarisés, qui ont eu l'impression que les politiques des démocrates s'occupaient en fait jamais d'eux. Et je rappelle en fait que être républicain, Saint-Just l'a dit, c'est s'occuper des malheureux, parce qu'il avait dit les malheureux sont les puissances de la terre. La boussole donc que nous devons avoir, c'est ni une politique qui serait uniquement sociétale donc, et qui ne verrait pas la question des classes moyennes prolétarisées. Il faut avoir une politique qui soit sociale, qui prenne en compte la question sociale, je pense notamment aux Gilets jaunes, mais ne tombons pas de Charybde dans Scylla en se disant puisqu'on avait abandonné la question sociale, on y retourne et on laisse de côté la question sociétale, notamment la question des immigrés, qui est une vraie question qui oblige la République et chacun d'entre nous. Je vous remercie. Merci. Bon, j'imagine qu'il y aura des questions et des débats, mais on est obligé de tourner. Après, on ouvrira, y compris aux autres participants. En tout cas, merci beaucoup pour cette réflexion, notamment sur la nation et son caractère non ethnique, je crois, qui est aussi important dans les bases de réflexion de ce que peut être la gauche et dans son rapport à l'étranger. Donc, maintenant, on continue avec d'autres questions embêtantes. J'ai cru voir Danielle Obono qui est arrivée, si elle veut. Elle voit. Bon. Donc, Bastien Cabot, on va peut-être vous laisser la parole maintenant pour répondre aussi aux questions qui ont été abordées et puis aborder ce point un peu douloureux des rapports, cette fois-ci beaucoup plus conflictuels entre certaines parties de la gauche et le monde de l'immigration. D'accord. Merci beaucoup pour l'introduction, l'invitation bien entendu et pour les questions qui ont été formulées. Alors précisément, j'aimerais revenir sur la question. Pardon. Il me semble que ce qui transparaît de quelques prises de parole, c'est la difficulté à résorber l'écart entre l'expérience sensible, donc locale, immédiate, de l'immigration, telle qu'elle apparaît de sa façon la plus cruelle finalement. Alors que ce soit sur le mode de la tristesse ou sur le mode de la colère, je ne fais pas vraiment de distinction entre les deux, n'empêche qu'on fait tous une expérience sensible de l'immigration. Et l'échelle globale à laquelle on attribue cette immigration. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui, comme au XIXe siècle par ailleurs, que l'immigration résulte de mécanismes mondiaux, en fait, c'est-à-dire qui excèdent l'espace local ou l'espace national. Donc je voudrais essayer de présenter quelques-unes des options qui ont été proposées par la gauche au tournant du XXe siècle, de savoir à quelle échelle agir pour, disons, essayer de réparer cette brisure que constitue la question migratoire, finalement, qui entraîne un certain nombre de problèmes. Alors, la première chose, c'est qu'il faut resituer
l'analyse socialiste, donc de l'analyse de gauche de l'immigration à la fin du 19e. Cette analyse, elle est proposée par Marx et Engels dès les années 1850-1860, quand ils s'intéressent au cas des travailleurs immigrés irlandais qui arrivent en Angleterre. Ils disent voilà, les capitalistes profitent de ce prolétariat qui à la fois vient d'un espace où les conditions de vie sont tellement dures qu'ils sont prêts à accepter n'importe quel gagne-pain, premièrement. Et deuxièmement, les capitalistes profitent aussi du fait que cette main-d'œuvre n'est pas syndiquée et n'a pas forcément conscience de ses droits, de son unité de classe avec les travailleurs anglais, pour éventuellement utiliser cette main-d'œuvre contre des ouvriers organisés. Premier point. Donc, l'analyse marxienne, si on veut, et qui a évidemment des ramifications dans le socialisme, voit dès le départ que la question migratoire se conçoit, se pense, s'analyse à l'échelle globale. Maintenant, les réponses qui sont apportées ne sont pas forcément, de leur côté, à l'échelle globale. En France, en 1883, Jules Guesde et Paul Lafargue signent le programme du Parti ouvrier français. Comment envisage-t-il la question migratoire ? Eh bien, il l'envisage essentiellement à l'échelle nationale. Ce qu'il propose dans ce programme, c'est donc l'encadrement légal de l'immigration par l'imposition d'un tarif défini par les chambres syndicales, en dessous duquel le patronat ne peut pas employer d'ouvriers étrangers. Ce qui suppose donc, de la part du patronat et de l'État, une reconnaissance du fait syndical. Alors, bien évidemment, ça arrive avec la loi Valdez-Crousseau, on le sait. Pour autant, on sait que c'est aussi plus tard, dans les années 1890, qu'il y a les premières conventions. Par exemple, je pense aux mineurs qui signent une convention collective à Arras en 1891, qui est une des premières conventions tripartites entre syndicats, État et patronat. Donc il faut que cette reconnaissance syndicale-là existe profondément. Et devant les difficultés que la gauche va rencontrer en fait, à s'imposer, là, le Parti ouvrier français va faire évoluer sa position également, en proposant, 10 ans plus tard, donc en 1892-93, non pas un tarif en dessous duquel il serait impossible, ou des conditions en dehors desquelles il serait impossible d'employer des travailleurs étrangers, mais plutôt une taxation des patrons qui emploient des travailleurs étrangers, en proposant par exemple que chaque patron qui emploie donc, par tête un étranger soit taxé de 2 francs par ouvrier étranger, et que l'argent récupéré serve à alimenter les caisses de retraite de l'ensemble des ouvriers, donc soit à l'échelle d'une usine, soit à l'échelle d'une région, soit à l'échelle de l'État, etc. Cette loi ne passera pas. Non. C'est une autre loi qui va passer, et je vais essayer d'en parler un tout petit peu, et qui représente une autre option. Voilà, donc pour la conception nationale de la réponse du socialisme à la question migratoire. Cette réponse-là, qui se comprend aussi par le fait que les années 1880-1890 sont un temps de structuration du socialisme à l'échelle nationale. Il faut comprendre que ce sont des partis ouvriers nationaux qui arrivent sur le devant de la scène socialiste, hein, et beaucoup moins des partis ouvriers internationaux. Il existe une internationale ouvrière, mais c'est une internationale de partis structurés nationalement. Donc c'est pour ça que les partis ouvriers socialistes, en priorité, réfléchissent nationalement. Pour autant, ils n'ont pas le monopole de la pensée sur la question migratoire. Il y a aussi toute une autre partie du monde de la gauche qui est le monde syndical. Et alors récemment, Nicolas Delalande a sorti un livre très important sur la question qui s'appelle « La lutte et l'entraide », que je recommande bien entendu, où il montre que le syndicalisme ouvrier, des années 1860 aux années 1890, a essayé de mettre en place des formes de solidarité, ou en tout cas de réflexion de l'immigration, de régulation de l'immigration, qui étaient translocales ou transnationales. Alors je vais donner un exemple. Aux États-Unis, en Pennsylvanie, dans les années 1890, vous avez l'essentiel des verriers qui sont des natifs américains. Et il y a une forte vague d'immigration de verriers belges qui viennent pour l'essentiel de Joliment. Alors se pose la question, dans un pays qui par ailleurs a des positions sur l'immigration très très dures, je vais revenir sur l'exemple de la loi d'expulsion de la main-d'œuvre chinoise, mais enfin, c'est quand même un pays qui vient de prendre des mesures très dures vis-à-vis de l'immigration. En 1890, donc, dans ce bassin se pose la question de faut-il interdire l'accès du bassin d'emploi de la verrerie aux ouvriers belges, dans la mesure où ils sont étrangers, donc non citoyens, donc ne participent pas à la vie politique locale ou au syndicat, etc.
Alors là, ce qui se met en place, c'est le fait qu'une organisation qui s'appelle les Chevaliers du Travail va s'implanter à la fois dans le bassin verrier américain, en Pennsylvanie, et à la fois dans la zone d'émigration en Belgique. De la sorte, ces sections correspondent pour dire, par exemple, à tel moment, il y a une récession ou une grève dans le bassin verrier de Pennsylvanie, donc on va dire la section belge n'envoyait pas des migrants, ou en fait dissuader les Belges, les verriers belges, de venir en Pennsylvanie, parce que s'ils viennent, ils vont être considérés comme des briseurs de grève, ou alors ils vont mettre à mal le mouvement syndical local. Et il y a toute une série d'expériences qui permettent de relier différents bassins d'emploi, mais sur des métiers très particuliers. Il n'y a pas vraiment, à chaque fois ce sont des expériences très éphémères, un peu instables, il n'y a pas vraiment d'internationalisme syndical global. À chaque fois, ça concerne essentiellement des métiers et des bassins d'emploi très spécifiques. Alors, je reviens aussi sur une distinction qu'il est importante de faire en termes de migration de travail et de leur prise en compte par, d'un côté, les socialistes et de l'autre, les syndicalistes. C'est la dimension, en particulier aux États-Unis, distinction raciale. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, en Californie notamment, dans les années 1860, vous avez un énorme gold rush lié à l'exploitation donc, de l'or en Californie, qui va se développer en même temps que l'arrivée d'un certain nombre de travailleurs immigrés chinois. Ces travailleurs immigrés chinois, ils sont encadrés par une loi sino-américaine de 1864 qui leur interdit d'avoir accès à la citoyenneté. Donc ils restent forcément en dehors des institutions. Et dans les années 1870, vous avez des socialistes, syndicalistes socialistes, qui créent une ligue anti-chinois qui va progressivement faire pression pour que le Congrès américain adopte une loi en 1882 interdisant l'accès du territoire américain aux Chinois pendant 10 ans. Et cette loi va être prorogée en 1892 pour 10 années supplémentaires. Et ce qui se joue dans cet épisode anti-chinois américain, c'est pas seulement le fait que les Chinois constitueraient une main-d'œuvre concurrentielle pour les ouvriers américains, c'est aussi le fait que ne pouvant avoir accès à la citoyenneté, donc restant en dehors des institutions, donc restant en dehors de la possibilité de se syndiquer, eh bien, cette main-d'œuvre-là est forcément excluable, puisqu'elle met en péril le mouvement ouvrier. Je ne sais pas si c'est clair. Hein. Et on va assister un petit peu à la même chose en France en 1892. Ce qui se passe en 1892, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, c'est un épisode qui dure 6 semaines d'expulsion de la main-d'œuvre belge, alors qui est là depuis quelques semaines ou depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, et qui aboutit en fait au départ de plus d'1 millier de travailleurs belges des mines du Nord-Pas-de-Calais. Alors, bien entendu, cet épisode déborde complètement les syndicats ou les partis, et au départ, les représentants syndicaux locaux ne savent absolument pas comment réagir face à cette question. Ce que va faire le représentant local, Émile Bally, c'est 2 choses essentielles. La première, c'est essayer de calmer le jeu, bien sûr, mais surtout essayer de faire en sorte que les travailleurs qui ont été expulsés reviennent à condition de se faire naturaliser. Et au regard de ce que je viens de raconter sur la question américaine, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire, vous pouvez travailler en France à condition que vous ayez la citoyenneté, donc que vous puissiez participer à la vie politique locale et au syndicat local. Autrement, vous êtes condamné plus ou moins à rester éternellement des suspects au regard du mouvement ouvrier, ou en tout cas demeurer potentiellement des briseurs de grève ou des personnes qui vont mettre en péril l'avancée du mouvement ouvrier. La deuxième chose que Émile Bally va faire, il y en a 3 en fait, ça va permettre de terminer. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il rencontre les représentants des mineurs belges, donc chez qui tous les Belges sont repartis, et cette rencontre aboutit à la rédaction de manifestes communs, mais surtout à une sorte d'accord dans lequel Émile Bally, représentant des mineurs français, dit « Vous, Belges, tâchez de mettre en place un syndicat sur notre modèle. De la sorte, nous pourrons harmoniser non seulement les conditions de syndicalisation, mais aussi les conditions de citoyenneté, les conditions salariales, de façon à ce qu'il n'y ait plus de sous-concurrence ouvrière. Hein ? Si à l'échelle européenne, ou si entre 2 pays, mais admettons à l'échelle européenne, tous les ouvriers ont les mêmes conditions de syndicalisation et conditions salariales, il n'y a pas de sous-concurrence, il n'y a pas de migration de travail, en principe. Et la troisième chose que Émile Bally va faire, c'est celle qui conclut un peu cette histoire, c'est qu'il porte la question quand même de la régulation des migrations de travail à la Chambre des députés. Et au départ, il propose l'interdiction de l'emploi de travailleurs
immigrés dans les mines, puisque les mines servent à la défense de la patrie, puisqu'elles ont un intérêt militaire, et que dans ce cas, on ne peut pas laisser la direction ou l'exploitation de secteurs stratégiques à une main-d'œuvre étrangère. Alors, sa proposition ne passe pas. Paul Lafargue en propose une dont j'ai parlé, qui consiste à taxer les patrons, ça ne passe pas non plus. Et puis, il y a un député broussiste, donc plutôt tendance réformiste, qui s'appelle Jean-Baptiste Aimé-Lavie, qui propose, plus simplement, plutôt que la taxation, les quotas ou autres, eh bien, de renforcer les conditions juridiques d'accès au territoire français. Et c'est toute cette réflexion qui commence donc avec les émeutes de 1892, qui aboutit à la loi du 8 août 1893, relative à la protection du travail national. Donc, M. Noiriel pourra revenir sur cet épisode-là, qui consiste à durcir les conditions, au moins, de déclaration des étrangers sur le territoire français. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, moi, je retiens cette question de l'accès à la citoyenneté, la question, enfin, comme à chaque fois, la question des limites du groupe. À partir de quel moment on est dans le groupe et on a donc droit à certaines choses, à partir de quel moment on n'est pas dans le groupe et il faut être ou pas accueilli. On en revient à la question de l'hospitalité avec laquelle on a commencé tout à l'heure. Donc, ce qui nous permet d'aller logiquement vers la question des réfugiés. Je ne sais pas si c'est logique que ça, mais la transition est extrêmement subtile. Karen Akoka, je vous laisse maintenant la parole, également pour 10 minutes, autour de cette question de la fabrique du réfugié et du rôle de l'OFPRA en France. Merci. Alors, je vais essayer... Vous m'entendez? Oui, ça va? Je vais essayer de partir un petit peu effectivement des questions qui ont été posées là dans la salle et notamment de trois choses qui ont été dites par l'un de vous sur le fait qu'on ne voit pas de politique d'immigration, qu'il n'y a pas de politique d'immigration et sur la question de la place de la décolonisation dans cette politique d'immigration. Et puis après, je vais vous montrer un peu comment est-ce que comment on peut arriver logiquement ou pas à la question de l'asile à partir de cette question de l'immigration. Alors bien sûr qu'il y a une politique de l'immigration, et si en quelques mots, parce qu'on n'a vraiment pas de temps, on peut la spécifier, depuis le milieu des années 70, elle se caractérise par une politique de restriction de l'immigration qui fait que aujourd'hui les étrangers à qui on donne des titres de séjour, principalement, c'est soit des étudiants, soit du regroupement familial, soit l'asile et l'humanitaire, et de moins en moins, depuis le milieu des années 70, sur les questions de travail. Et donc, il y a une politique de l'immigration, au fond, qui structure autour de cette idée absolument consensuelle que l'immigration, c'est un problème. Et cette question de l'immigration comme problème, c'est une question qui n'est pas tellement, ou pas assez souvent questionnée. Et au fond, quelque part, on peut dire, en caricaturant un peu, parce qu'il faut toujours, quand on fait vite, c'est que, au fond, s'il y a un clivage gauche-droite autour de ça, c'est que, à droite, on va dire, l'immigration, c'est un problème et on n'en veut pas. Et à gauche, on va dire, l'immigration, c'est un problème, mais il faut quand même prendre notre part d'humanité. Mais la question de est-ce que c'est un problème, ça, elle est peu questionnée. Et alors, c'était pas vraiment le propos de mon exposé, en fait, de vous parler de ça. Je pense que, et en même temps, je pense que c'est vraiment important qu'on en parle. Alors peut-être qu'on en parlerait après, mais juste pour vous dire que il n'y a rien dans tout l'état de nos productions scientifiques, de chercheurs et même des grandes institutions internationales comme, je sais pas, l'OCDE, qui ne peut pas être taxé de gauchiste, d'affreux gauchiste, qui vient montrer, qui vient soutenir l'étendue du consensus sur lequel l'immigration est un problème. Et bon, ça c'est peut-être un autre sujet, hein, mais en termes de chômage, en termes de la manière dont ça pèse sur les finances publiques, tout ça, je veux dire, nos travaux, ils ont remis en question depuis très longtemps les économistes, et c'est un vrai, et peut-être que c'est le nœud le plus dur pour nous, c'est comment ça se fait que ça continue en fait, que ce discours-là, il ne passe pas.
Et c'est en partie, pas seulement, alors c'est en partie lié au fait que les discours politiques, ils viennent le rappeler sans cesse, à gauche et à droite. Et puis, pour raccrocher avec la personne qui disait « moi, je les vois dans la rue », c'est aussi le fait que c'est les images, les mots qui sont utilisés, le vocabulaire de l'immigration, c'est toujours le vocabulaire de la marée, du flux, de l'eau qui se répand. Et aussi à cause de ce qu'on appelle, nous les sociologues, la politique spectacle. C'est-à-dire qu'on va montrer les goulots d'étranglement les plus spectaculaires, là où les étrangers sont presque obligés finalement d'être assemblés, et on va montrer cette misère, et en fait on ne va pas voir tout le reste, tout ce que c'est l'immigration, comment lentement elle est vous et nous, et voilà, elle fait partie de la société française. Alors, c'est quelque chose dont on pourra parler. Je pense que c'est vraiment important qu'on en reparle. Mais à côté de ce consensus-là sur l'immigration comme problème, il y a un autre consensus qui, moi, m'intéresse plus particulièrement. C'est un consensus sur le fait que l'immigration et l'asile, c'est pas du tout la même chose. Il faut surtout pas mélanger. Réfugiés et migrants, c'est deux choses complètement différentes. Et qu'aujourd'hui, les étrangers légitimes, c'est les réfugiés. Et qu'il faut il faut restreindre l'immigration pour défendre l'asile. Et ça aussi, bon, c'est un consensus assez structurant et qu'on retrouve aussi. Alors, donc, quelqu'un a cité la nouvelle loi sur l'immigration qui s'appelle Régulation de l'immigration et sauver le droit d'asile. Donc, si vous regardez les discours publics, tout le monde aime l'asile. Tout le monde dit qu'il faut protéger l'asile, protéger les réfugiés, etc. Alors comment ? Donc moi, je voudrais interroger, enfin moi, j'ai mon travail à partir d'une socio-histoire de l'OFPRA, donc de l'endroit où on dit qui est réfugié ou qui est migrant, donc de l'endroit où on distingue. J'ai essayé de réfléchir à la fois à cette dichotomie migrants et réfugiés et à la fois à cette hiérarchie des légitimités qui fait que le réfugié, c'est plus légitime que le migrant. Et voilà. Et avec ça, à partir de là, on peut partager quelques. Alors évidemment, j'ai passé la moitié du temps à parler des politiques d'immigration, mais c'est pas grave. Alors, une des manières les plus simples d'interroger cette hiérarchie des légitimités, c'est de poser la question pourquoi c'est plus grave de mourir en prison que de mourir de faim ? Pourquoi c'est plus grave d'être privé de sa liberté d'expression que du droit à vivre dignement ? Pourquoi c'est plus grave l'absence de liberté politique que l'absence d'horizon, de perspectives socio-économiques ? Et donc voilà, cette hiérarchie des légitimités, elle nous renvoie, elle n'est évidemment pas neutre politiquement, et elle repose sur une hiérarchie des droits qui est propre à nos démocraties libérales occidentales, qui place les droits civiques et politiques au-dessus des droits socio-économiques, et qui nomme les atteintes aux libertés politiques violences, et les atteintes à la dignité socio-économique, vous entendez rarement le mot violence économique, vous entendrez plutôt le mot inégalité. Alors, bon, vous me direz maintenant, c'est dans le droit, il y a un droit pour protéger, l'asile c'est un droit fondamental, l'immigration c'est un droit régalien, voilà, il n'y a pas de texte juridique sur les migrants, il y a un texte juridique sur les réfugiés, mais je vous répondrai, oui, mais donc le droit non seulement effectivement ça se transforme, mais surtout ça s'interprète et ça s'applique. Et moi j'ai travaillé beaucoup sur les années 50-80 à l'OFPRA, et de là on peut voir que cette hiérarchisation, elle va pas de soi en fait, elle n'est pas appliquée pendant ces années-là. Dans ces années en fait, jusqu'aux années 80, que j'appellerais moi un temps de grand décrochage, de décrochage entre l'asile et l'immigration, à partir de ce temps-là, où s'installe cette idée qu'il faut défendre l'asile en restreignant l'immigration. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on se penche sur cette période des années 50-80 à l'OFPRA ? Les années 50-80, pour moi, elles étaient très intéressantes à étudier parce qu'elles étaient très peu étudiées. Pourquoi elles étaient très peu étudiées ? Parce que 90% des demandeurs d'asile, des requérants, parce que le mot n'existe pas encore, obtiennent le statut. Et donc, du coup, c'est considéré, pour jouer sur les mots, comme une période sans histoire. Sans histoire, les gens qui veulent l'asile l'ont, donc ce sont des vrais réfugiés. Et puis l'institution, elle les reconnaît. Et donc voilà, il n'y a rien à dire au fond, circulons.
Et en fait, quand on penche sur cette période, qu'est-ce qu'on voit pour le faire vraiment très vite? On voit que il suffisait dans les années 50 à 80, à 50, 60, 70 plutôt, d'être hongrois, tchèque, roumain, en tout cas de venir d'un pays sous domination soviétique, pour être reconnu quasi automatiquement comme réfugié. Il n'y avait pas besoin de dissimuler l'imbrication des motivations économiques et politiques, pas besoin de dire qu'on était individuellement persécuté, pas besoin d'apporter évidemment de preuves. Par contre, quand on était portugais ou yougoslave, eh bien, c'était plus compliqué. Pourquoi c'était plus compliqué? Eh bien, pour préserver les bonnes relations diplomatiques avec la Yougoslavie, qui certes était communiste, mais avait fait rupture avec Moscou, n'était pas dans le pacte de Varsovie, et de l'autre côté du rideau de fer. Donc au fond, il y avait quelque chose d'extrême. Il y avait des considérations très idéologiques et diplomatiques derrière l'attribution des statuts de réfugiés. Et dans les archives, on le voit, c'est énoncé très clairement par le représentant du ministère des Affaires étrangères qui dit on peut pas donner autant de statuts aux Yougoslaves derrière l'ambassade et le régime de Tito. Pareil pour les Portugais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait des accords de main-d'œuvre avec Belgrade. On ouvre un ONI à Belgrade et les Yougoslaves y passent par les procédures d'immigration et tout va bien. Il n'y a plus de problème. Donc les questions qui sont des vraies questions de raison d'État, au fond, les questions diplomatiques, légitimement, c'est des questions qui se posent à un État, et ben, on les règle comme ça, parce que l'usage des catégories était poreuse. Et ce qui est intéressant pour moi dans cet usage poreux des catégories, même si c'est pour des bonnes ou des mauvaises raisons, c'est qu'au fond, elles reflètent la porosité de ces catégories elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est pas si simple que d'être réfugié et migrant, c'est diamétralement opposé. Entre la migration forcée et la migration volontaire, il y a un continuum. Entre les problèmes économiques et les problèmes politiques, il y a un continuum. Et entre la fuite individuelle et la fuite collective, il y a un continuum. Et la plupart des exilés se placent au fond, au milieu, quelque part, de ce continuum. Et on a les deux figures, l'archétype, comme ça, du réfugié individuellement persécuté et l'autre figure du migrant totalement économique qui masque, en fait, la manière dont la plupart des individus se situent au milieu, quelque part, de ce continuum-là. Donc cette période, elle est intéressante pour ça. Je crois que j'ai quasiment plus le temps, non? C'est ça? Alors, je vous laisse conclure. Oui, je vais essayer de conclure. Comment est-ce que je conclus? Sinon, c'est pas grave. Je pense que je vous ai quand même dit l'essentiel. Voilà. Écoutez, on va dire que je vous ai dit l'essentiel et que pour le reste, vous allez poser des questions. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avant de passer au débat, aux questions, nous avons un dernier intervenant, donc Gérard Noiriel, qui va avoir la lourde tâche de conclure cette première partie de nos échanges. Et puis après, on accueille Madame Obono. Comme ça, voilà, bienvenue. Merci. Et puis après, on ouvrira pour une demi-heure un débat avec vous. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Merci pour m'avoir invité à cette discussion. Effectivement, ce que je trouve important sur ces questions-là, c'est de pouvoir adopter un peu de recul par rapport à une dimension très affective, émotionnelle, idéologique, parce que ça fait longtemps que je suis dans ces types de débats et souvent la réflexion elle-même est entravée par des considérations passionnelles ou politiques, on peut dire. C'est-à-dire les gens ont des avis, ils ont des expériences, etc. Et très vite, on voit monter, dès que quelqu'un ne dit pas, enfin, ce qui est le mainstream, selon qu'on est à gauche ou à droite, hein, bon, on l'a vu d'ailleurs un peu tout à l'heure, hein, eh bien, aussitôt, on a des réactions comme ça, de « oh là là, c'est ça ». Il faut se tenir à distance de tout ça. Moi, je trouve que c'est de pire en pire, hein, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, etc. C'est extrêmement difficile d'avoir une réflexion distanciée. Je pense que ça fait le jeu de nos adversaires, disons, globalement. Parce que du coup, il y a des questions qu'on n'arrive plus à penser, qu'on n'arrive plus à réfléchir. Et comme nous sommes dans un monde qui se transforme à une vitesse considérable, voilà, on est entravé. Parce que je crois que la gauche, elle a un rapport à la raison, à la réflexion, à la science,
Donc voilà, donc c'est ça que je voulais dire en préambule, et je trouve que c'est bien d'avoir lancé cette initiative pour nous permettre donc d'apporter notre pierre, parce qu'évidemment, la politique, c'est un art, c'est un métier en soi, et moi en tout cas, je me suis toujours gardé de vouloir donner des leçons à ceux qui étaient dans l'action politique. Ce qu'on peut faire, nous, c'est effectivement d'apporter des éclairages à partir des recherches qu'on a pu faire, et puis après, c'est la responsabilité des acteurs de les adapter pour leur propre lutte. Hein. Et c'est peut-être une chose que les universitaires ou les intellectuels ou les chercheurs ne comprennent pas assez souvent, parce que voilà, il y a une différence entre un argument, une argumentation rationnelle, et puis après la transformation en action politique, en discours politique, en projet politique, en stratégie politique, etc. L'autre point que je voulais dire en préambule, c'est que aussi au sein des sciences sociales, tout le monde n'est pas d'accord. La question d'immigration suscite des tas de discussions, des controverses. Globalement, il y a un accord. Je ne veux pas nier ce qui était dit tout à l'heure, mais voilà, il y a des divergences qui peuvent être liées aussi au type d'approche, au type de spécialité qu'on a. Moi, j'ai une double formation d'historien sociologue. C'est comme ça que j'ai envisagé les choses. D'autres sont juristes, philosophes, etc. Enfin, il y a une multitude aussi de possibilités. Donc, ce n'est pas forcément facile parfois de les articuler ensemble. Le troisième point, qui est un peu d'ordre autobiographique, je dirais, c'est que moi j'ai écrit mon premier livre en 1980 avec un travailleur immigré qui s'appelait Benasser Azaoui, qui était militant CGT, l'UD-CGT à Longwy. Et c'est ce premier ouvrage qui m'a valu d'être exclu du Parti communiste. Bon. Donc, la gauche et l'immigration, j'en connais un rayon, y compris, je dirais, sur le plan des pratiques. Voilà, parce que effectivement, l'une des dimensions, c'était la grande grève des sidérurgistes, certains se rappellent peut-être, ou ont un souvenir. Ma thèse vient d'être rééditée, donc je vous y renvoie, où j'explique tout ça. Donc, la liquidation de la sidérurgie en Lorraine, où la gauche, disons, qui était largement hégémonique, la gauche communiste largement hégémonique, n'a pas pu l'empêcher. Il y avait de multiples raisons. L'une de ces raisons, c'était effectivement l'incapacité dans laquelle avait été le Parti communiste et la CGT d'intégrer les nouveaux migrants, notamment issus de l'ancien empire colonial français. Il y avait là un problème, peut-être qu'on en abordera dans la discussion, mais que nous, on ressentait déjà à cette époque-là, mais qui était extrêmement difficile à aborder concrètement parce que, voilà, c'était encore un petit peu iconoclaste. Donc là, effectivement, on peut dire que la gauche a perdu pas mal de temps sur ces questions-là, même si, et c'est là-dessus que je voudrais tout insister, c'est facile de le dire comme ça en théorie, c'est beaucoup plus difficile de le faire en pratique. Voilà. C'est un peu autour de ça que je voudrais essayer d'expliquer avec des éléments de type, disons, empruntés, disons, un peu à la sociologie. Alors, ce qu'on constate, c'est que globalement, au XIXe siècle, jusqu'aux années 1870-80, la nation est à gauche. C'est la gauche qui défend la nation. La droite aristocratique n'est pas nationale. Tout le vocabulaire de la nation, elle le rejette. Hein. On peut dire que les familles aristocratiques étaient internationales. Elles n'étaient pas... Bon. Et c'est la bourgeoisie, donc, qui véhicule cette idée, le printemps des peuples. Il y a une vision très généreuse, vous le rappeliez tout à l'heure. Bon. Et c'est lorsque... D'ailleurs, on voit aussi qu'un autre point, à mon avis, important, c'est que la question des migrations n'est pas connectée à la question de la nationalité sous le Second Empire. Ce qui inquiète le pouvoir, la classe dominante, c'est les migrants. Notamment, on ne faisait pas de différence, mais c'est des gens qui se déplacent pour aller souvent vers les villes, surtout dans les périodes de crise, etc. On considérait que la révolution de 1948, c'était justement la responsabilité, tous ces migrants qui étaient venus de partout, d'ailleurs on ne faisait pas de différence qu'ils soient venus de régions de France ou d'ailleurs, mais que c'était eux qui avaient été la force vive, qui était la cause de la révolution de 1948. Donc, toute la législation qui vient de Napoléon Ier, qui est reprise par Napoléon III, des passeports à l'intérieur, faisait que vous aviez beau être citoyen français, si vous vouliez aller d'un département à un autre, il fallait demander un passeport. Hein. Donc c'est ce système-là que la gauche républicaine, à l'époque, rejetait en disant la citoyenneté, c'est la liberté de circuler sur l'ensemble de son territoire. Donc il y a un bouleversement, à mon avis, tout à fait fondamental qui se produit sous la Troisième République. Moi, j'appelle la nationalisation de la société française parce qu'on a justement, ça a été évoqué un peu tout à l'heure, la question de l'État. La question de l'État républicain qui va pénétrer beaucoup plus profondément qu'avant dans la vie quotidienne des gens.
Donc moi, je l'ai vu concrètement quand je travaillais sur la Lorraine, où j'ai vu que, par exemple, à la fin du 19e siècle, les ouvriers paysans de la région de Longwy ne savaient pas, étaient français, pas français, etc. Ils se définissaient comme appartenant à telle commune ou à telle région. Mais quand il y a eu les lois, parce que la loi de 1893 est précédée du décret de 1888, où on commence à demander aux gens leur identité. Hein, c'est le début des papiers d'identité, pour commencer à juguler l'immigration. Et c'est la gauche républicaine les radicaux qui sont à l'initiative de ces mouvements où ils considèrent que la protection nationale, c'est une forme de politique de gauche, si vous voulez. Il faut voir qu'au départ, il y a gauche. Et très vite, ce qui va se produire, c'est effectivement le Parti socialiste, la rupture entre les républicains et les socialistes avec Jules Guesde, où là, on a la pénétration du marxisme en France, et donc prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est le mot d'ordre, vous savez, qui termine le manifeste de 1848. Et donc, à partir de ce moment-là, on a la création de la première internationale en 1864 et de la deuxième internationale en 1889. Mais comme vous le disiez très justement, le problème, c'est qu'en même temps que se produisent ces mutations, il y a une institutionnalisation des classes ouvrières sur des bases nationales. Et donc, du coup, on va avoir des classes ouvrières qui ont beau avoir des discours internationalistes, mais qui sont elles-mêmes prises dans des enjeux nationaux, d'intérêt national, parce que ce soit les Allemands, pour prendre le cas évidemment extrême, d'un côté et les Français de l'autre, chacun se bat par rapport à son État national. Même dans le vocabulaire qu'ils utilisent pour nommer ce que c'est qu'un ouvrier, pour établir les frontières qui séparent les différents groupes sociaux, etc. etc. Et ça va être très important, parce qu'il ne faut pas oublier que la politique, c'est aussi, je dirais, jouer ou toucher les identités des personnes. Comment se constituent ces identités? Comment la logique émotionnelle va fonctionner? Comment le partage du « eux » et « nous », vous en parliez, c'est fondamental, va se structurer à chaque fois. C'est ça les enjeux, je pense, fondamentaux qui se mettent en place sous la Troisième République. Et c'est à ce moment-là que la question nationale devient tout à fait décisive. Et que le problème désormais, parce qu'on est aussi dans une société où triomphent les principes démocratiques. Donc désormais, la politique, ça passe par les élections. Donc il faut que vous ayez une majorité d'électeurs. Donc ça, c'est des stratégies. On ne peut pas isoler la gauche de la droite. Vous avez des luttes politiques majeures qui vont aboutir à cette bipolarisation de la vie politique gauche-droite en fonction de ces logiques-là. Et on va avoir une droite qui va, moi j'appelle la droite nationale sécuritaire, si vous voulez, qui joue sur le facteur de la sécurité, qui s'adresse aux petits propriétaires, une partie des classes populaires, pas tellement les ouvriers, mais les petits commerçants, les artisans, ceux qu'on appelait les indépendants, qui étaient les plus nombreux au sein des classes populaires à l'époque, les paysans aussi. Et cela, eh bien évidemment, la carte sécuritaire, ça marche, et puis la carte nationale, les racines, on a Barrès, on a tout ce discours qui se met en place. Donc la gauche doit aussi se positionner contre ça. Et c'est là que le mouvement ouvrier va développer, disons, son programme, où il y a un internationalisme, où l'universalisme dont on parlait tout à l'heure de la République est traduit dans le langage du monde ouvrier grâce au marxisme, disons, mais qui se heurte aussi à des réalités concrètes, parfois locales, c'est très variable selon les régions. Vous avez parlé du Nord, c'est un bon exemple. Moi, j'ai travaillé sur le massacre des Italiens à Aigues-Mortes, en 1893, où vous avez là, voilà, des ouvriers français qui massacrent des ouvriers italiens. Et le mouvement ouvrier, qui n'était pas très présent dans la région, mais assez impuissant. Il y aura un meeting qui sera organisé avec Jules Guesde d'un côté, puis le représentant du Parti socialiste italien de l'autre, pour relancer la dimension de l'internationalisme. Mais c'est très difficile. Les militants, les députés se heurtent aussi à une fraction des classes populaires qui a intériorisé la logique nationale, la fierté nationale, le nous français, nous on passe avant, etc. Et cette politique de la Troisième République, avec les lois sur la nationalité, etc., c'est une politique aussi de protection de l'intérêt national. Et ça a aussi des effets concrets. Sur le marché du travail, par exemple, on commence à dire maintenant, dans un certain nombre de métiers, eh bien, vous serez embauché si vous êtes français. Et il y a donc des intérêts économiques qui sont aussi en jeu, dont il faut tenir compte. Donc ça rend les choses plus compliquées. Donc c'est sans renoncer, avec aussi toute la dimension des expériences qui sont tentées pour maintenir le cap sur la dimension internationale, ça devient de plus en plus compliqué. Et tout ça finalement aboutit à l'extraordinaire échec que représente la Première Guerre mondiale, ou ce qu'on appelle l'Union sacrée.
c'est-à-dire chacun des partis socialistes rejoint finalement l'intérêt de son État national contre, et la guerre, ce sera des ouvriers d'un côté qui vont assassiner ou tuer des ouvriers de l'autre pays, quoi. Et donc il y a un renouveau en 17, enfin je ne peux pas faire toute l'histoire, mais je ne sais pas combien de temps il me reste d'ailleurs pour dire tout ça. Je voudrais dire juste une chose, que ça je trouve que c'est très important, c'est ce qui se passe dans l'entre-deux-guerres. On a toujours quasiment la répétition du même processus, c'est-à-dire la fraction des classes populaires ou des partis qui représentent les classes, je dirais, les moins défavorisées, qui sont les plus intégrés dans l'État, ont tendance à privilégier l'intérêt national. Et dans l'entre-deux-guerres, c'est le Parti socialiste. Le Parti socialiste va conserver une influence très forte chez les petits fonctionnaires, chez les ouvriers des corps d'État, comme on dit, chez les ouvriers qualifiés. Et le Parti socialiste va laisser tomber complètement le prolétariat des grandes usines, notamment ceux sur lesquels j'ai travaillé, la sidérurgie, les mines, etc. Où là, à dose massive, on va recruter des immigrés, parce que la France, c'est le premier pays au monde pour le taux d'immigration à la fin des années 20, devant les États-Unis. Et ce prolétariat, on l'emploie principalement dans les métiers les plus durs. Et c'est le Parti communiste des années 20, il ne faut pas l'oublier. Le Parti communiste, la stratégie classe contre classe, c'est une stratégie qui vise à privilégier les plus démunis au sein de la classe ouvrière, les plus exploités, c'est-à-dire les travailleurs coloniaux et les travailleurs immigrés. Et le parti va faire un travail auprès de ces ouvriers qui sera très peu payant au début, puisque je crois que le parti il lui reste 12 députés en 28 ou enfin un truc comme ça, mais qui sera payant dans les années 30. Parce que dans les années 30, il y a un renversement, il y a une crise économique, et le PC va réussir à faire l'alliance entre les ouvriers qualifiés de la grande industrie automobile, chez Renault, le métallo de chez Renault, et tous ces travailleurs qui avaient été dépourvus de toute représentation politique dans les années 20. Et ça, c'est une raison, pas assez souvent soulignée à mon avis, qui explique l'ancrage aussi du Parti communiste dans le monde ouvrier français et après son importance. Mais après, le problème, c'est, vous connaissez le meeting de Torres en 1937, la France aux Français, c'est-à-dire qu'il y a une évolution et plus le PC va intégrer la logique étatique elle-même de lutte politique, etc., de conquête du pouvoir, plus il va y avoir des problèmes, y compris avec la question coloniale et puis avec la question de l'immigration. On aboutira à ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai constaté moi, c'est, disons, la difficulté donc de cette gauche à faire une place suffisante et à égalité, je dirais, aux ouvriers issus des dernières immigrations. Voilà, alors un dernier point, puisque je crois que là j'ai dépassé mon temps. Je suis obligé de faire le flic. Voilà, dernier point, ce qui peut-être pourrait alimenter le débat, c'est sur la République. Moi, je pense qu'il y a une mutation très importante de la République avec la Troisième République. Et qu'on voit très bien que même dans le droit de la nationalité, la question de l'origine commence à être posée, puisque la loi de 1889, qui est la grande loi sur la nationalité française, elle prévoit, il y a une discrimination qui est faite à l'égard des nouveaux naturalisés, puisqu'il faut avoir désormais 10 ans, être français depuis 10 ans pour avoir le droit de vote complet avec la loi de 1889. Pourquoi ? La raison qui est invoquée, c'est de dire qu'il faut qu'ils aient le temps de s'assimiler. Et c'est donc le même discours, au fond, mais évidemment présenté différemment, mais qu'on retrouve dans l'Empire colonial, avec l'idée que l'éducation républicaine va donner des citoyens, et le jour où les indigènes seront comme nous, eh bien, ils seront l'égalité des droits. C'est un peu la même chose, en modèle réduit et plus limité, évidemment, qui va être posé et légitimé, je dirais, quand on regarde de près le débat sur la loi de 1889, pour exclure donc les nouveaux naturalisés. Donc on voit bien qu'il y a une évolution et que tout le débat sur l'assimilation, l'intégration, à l'époque on disait assimilation, apparaît aussi à ce moment-là. Donc il y a vraiment là un point de départ, les années 1880 sont un point de départ. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le mot immigration surgit dans le vocabulaire français. Et dès ce moment-là, immigration est associée à problème. Immédiatement, vous regardez les textes des années 1880, dans le cas français, immigration, c'est problème. Parce que ça veut dire envahissement, ennemi. Vous voyez, il y a cette logique-là militaire dans un contexte évidemment marqué aussi par les guerres, etc., mais qui va perdurer. Et on vit encore là-dessus aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, toujours le problème des deux premières lettres, entre l'immigration et l'immigration, qui ne sont pas connotées exactement de la même façon. Donc voilà, on a une demi-heure devant nous maintenant pour débattre.
Ce que je vous propose, c'est de prendre 2 questions et puis après de laisser nos invités répondre et puis de retourner à la salle pour 2 questions pour que vous ayez la possibilité de poser quelques questions parce que... Je voulais intervenir par rapport à... d'abord préciser, étant moi-même, je dis je, mais je ne suis pas ni historienne ni sociologue, donc lambda. Et donc dire fille d'émigrés, moi-même émigrée dans les années 90, maman d'émigrés parce que j'ai dû faire un regroupement familial. Et donc, je voudrais dire que d'abord que les migrations sont subies, surtout. Généralement, bon, bien sûr, il y a des migrations. Alors, je suis désolée de ne pas rentrer dans une réflexion historienne ou sociologue, mais j'ai été quand même... vous disiez, monsieur, qu'il fallait... par rapport à la réflexion, donc trouver un équilibre entre les politiques sociales en France et la position, on va dire, gouvernementale vis-à-vis de la migration, comme si c'était lié. Enfin, personnellement, je ne vois pas de lien entre les politiques internes, politiques sociales et économiques d'un pays et des mouvements migratoires qui viennent d'ailleurs et qui sont liés aux problèmes politiques, sociaux, économiques des autres pays. Sachant que, généralement, les pays européens ont souvent soutenu tous ces dictateurs, tous ces... qui finalement obligent ces flux migratoires. Donc ça, c'est en vous entendant que je me suis posé la question, pourquoi, monsieur, dit-il, il faudrait-il pas trouver un équilibre entre les deux? Mais franchement, je ne vois pas trop la corrélation. Je me trompe peut-être, certainement, mais voilà, il faudrait que ce soit plus clair en tout cas. Alors, ce que je voulais, ma question, elle se tournait par rapport aux politiques de gauche. Je voulais savoir s'il y a des politiques gouvernementales qui se sont faites avec les différents ex-pays colonisés ou autres, sachant que lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu réparation. Il y a eu réparation de l'Allemagne envers la France. Tout cela a été négocié. Et je voulais savoir si les différents gouvernements français est-ce qu'il y a eu, à des moments donnés de l'histoire, des discussions avec des ex-pays, quand on pense à tout l'esclavagisme qu'il y a eu en Afrique. Donc, voilà. On pense immédiatement réparation, nécessairement. Bon, l'Algérie à moindre coût, on va dire, lorsqu'on pense évidemment comparativement à l'esclavagisme. Donc ma question, c'est celle-là. C'est quelles sont les politiques, pourquoi relier les questions économiques internes françaises aux migrations, comme si les uns piétinaient sur les autres. Et surtout, est-ce qu'il y a eu, à des moments de l'histoire, des propositions de réparation de la France vis-à-vis de ces pays? Merci beaucoup. Merci. Je ne veux pas être impoli, vous couper la parole, mais il faut qu'on prenne un maximum de questions pour que tout le monde puisse parler. Merci. Je voulais remercier Monsieur Noiriel d'avoir parlé d'assimilation et intégration. Enfin, en tout cas, d'avoir parlé de ces deux notions-là. Et j'aurais voulu savoir quelle était l'histoire de ces deux notions-là. Parce qu'il me semble qu'elles représentent deux choses bien différentes dans le discours. Et assimilation a fait son apparition à nouveau beaucoup ces derniers temps. Merci. Merci. Alors, ces deux premières questions, je ne sais pas qui parmi vous veut répondre. Thomas, allez-y. Et s'adresser à moi aussi. Je voulais juste... Ça marche. Je voulais vous demander de m'excuser, je vais devoir partir avant la fin, parce que notre calendrier a beau être un calendrier,
non ethnicisé, il ne tient pas compte effectivement de la pluralité des cultures à l'intérieur de l'espace français. Et donc on a choisi une date qui n'est pas du tout propice en fait, parce que c'est un soir de fête et je suis obligée de partir pour rejoindre ma famille. Donc je suis désolée, je pensais que 2 heures ça allait être bon, mais comme on a commencé en retard, que finalement on est toujours un peu long. Donc vraiment, j'en suis désolée, mais je peux vraiment pas faire autrement ce soir. Merci. Alors, je vais vous répondre. Merci, madame, pour votre question. Donc, je vais vous dire assez rapidement ce que j'ai voulu énoncer. On a tous souffert du 10 minutes. Il y a une thèse qui est bien connue maintenant et qui fait assez l'unanimité, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme dans la gauche des années 80 très important. Pour le dire très vite, moi, ma définition de la gauche, c'est la lutte contre l'ordre injuste du monde. Et je considère qu'il y a eu 2 moments constitutifs. La Révolution française qui va lutter contre l'absolutisme, les privilèges et la société d'ordre. Et le deuxième moment qui est la construction du socialisme et du marxisme, où cette fois-ci, il faut lutter contre le capitalisme économique. Globalement, la gauche essaie de tenir ses lignes jusqu'à son accession au pouvoir en 1981 et à la faveur d'un contexte économique défavorable, vous connaissez le tournant de la rigueur en 1983. La thèse aujourd'hui assez communément partagée, c'est que cet abandon de la lutte contre le capitalisme et le libéralisme entraîne en fait comme une utilisation d'un cache-sexe 2 nouvelles choses qu'on va mettre en avant, le projet européen et la question de la défense des minorités. Ça va être la question des femmes, la question des homosexuels, la question... Je suis d'accord, je suis d'accord avec vous, c'est un terme que j'aime pas. Je fais objectivement les choses. Et donc, la question des migrants ou des descendants d'immigrés. Et globalement, l'analyse, c'est que au bout d'un moment, une note d'un des think tanks qui conseille le PS finit par dire... Finalement, ce changement des structures de l'économie et de la société française fait que vous devez abandonner le PS, les classes ouvrières, le prolétariat, puisque de toute façon, ils ne voteront plus pour vous, puisque soit ils ne votent pas, soit ils votent pour le Front National. Concentrez-vous sur les petites classes moyennes urbaines et ces fameuses minorités, mais je suis d'accord avec madame, les femmes étant la majorité de l'humanité, c'est très mal choisi. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive avec les défaites de la gauche PS dernièrement, qui a entraîné que cette analyse de la société font qu'on considère qu'on a abandonné la question sociale au nom d'une seule question dite sociétale. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une analyse intéressante, mais il ne fallait surtout pas, à l'inverse, pour tous ceux qui disaient maintenant intéressons-nous aux classes populaires, à la question sociale, mettre de côté la question sociétale. Moi, je considère que ce sont nos 2 jambes, nos 2 piliers, parce que la question des femmes n'est pas une question secondaire. C'est une question qui permettra plus d'égalité de manière générale. La question des migrants n'est pas une question secondaire, puisqu'il y a la question de l'hospitalité, il y a la question de l'égalité. Donc justement, je mettais en cause ce rejet. Et je termine sur une chose, pour faire très court. Quand je parlais d'effectivité, par exemple, le droit est en train de se saisir de ces questions-là, puisque le Conseil constitutionnel, en 2018, a reconnu la valeur constitutionnelle du principe de fraternité. C'est assez intéressant parce que, in concreto, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que Cédric Herroux avait, je ne vais pas rentrer dans le détail technico-technique, mais c'est très intéressant, avait permis, en fait, avait même fait venir des migrants à la frontière franco-italienne où c'était bloqué. Et en fait, il s'était fait arrêter. Les médias ont parlé de délit de solidarité. Ça n'existe pas en droit, c'était une expression médiatique. Mais toujours est-il qu'effectivement, il était passé devant la justice. Le Conseil constitutionnel, en déclarant que la fraternité était un principe à valeur constitutionnelle, on a là, par exemple, pour nos députés qui sont ici, une injonction à transformer la loi, justement, pour essayer de dire ce que concrètement... comment on pourrait instaurer cette fraternité vis-à-vis de la question des migrants. Merci. Alors, juste avant de partir, je voudrais revenir sur l'histoire longue, ou l'histoire, disons, de la période révolutionnaire, sur assimilation, intégration, même si ce n'est pas des mots du tout de la période révolutionnaire. Mais ce que je voulais souligner, c'est que dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, les étrangers donc, participent pleinement à l'événement en tant qu'ils sont
imposable. Et dans un second temps, lorsqu'on met en place la première constitution, on déclare qu'il faut avoir passé 5 ans sur le territoire pour pouvoir obtenir la nationalité française, même si le mot n'existe pas encore, c'est-à-dire posséder le titre de citoyen français. C'est ça qu'on dit, le titre de citoyen français. Et il se trouve que ceux qui ont cette possibilité sont ceux qui sont relativement notabilisés et qui sont déjà installés sur le territoire, parce que ça va se mettre en adéquation avec l'idée de citoyenneté active et de citoyenneté passive, et que les plus pauvres n'ont de toute façon pas accès à cette fameuse citoyenneté active. Lorsqu'on est en 1792, on est convaincu qu'on peut être subjectivement révolutionnaire par sympathie d'aspiration d'une manière extrêmement rapide. Et donc on va affirmer qu'il suffit d'1 an sur le territoire pour devenir français. Et donc à ce moment-là, eh bien, on est dans une logique où on n'a ni question d'intégration, ni question d'assimilation. Et puis, après la période de la terreur, ou pendant la période de la terreur, on se met à douter de cette capacité à embrasser les mœurs du peuple qui vient de faire cette révolution. Et on affirme qu'il faut 20 ans. Et donc là, on est dans une logique où on change de manière de regarder l'autre. On le regardait comme une personne en sympathie d'aspiration qui pouvait immédiatement devenir révolutionnaire. Et maintenant, on le regarde comme quelqu'un qui a des habitudes. Bourdieu aurait parlé d'habitus, Sartre de pratico-inerte. Mais en tout cas, des choses qui sont installées dans sa manière d'être, qui font que, eh bien, peut-être il ne va pas être dans ce qu'ils appellent, alors, d'une manière tout à fait étrange, une consanguinité philosophique. Et donc, il y a quelque chose, vous voyez, qui oscille tout le temps dans la période révolutionnaire, et que donc cette question, elle est une question qui est ancienne et qui pose des jalons sur la manière dont on va regarder l'autre en tant qu'on accepte son altérité, ou au contraire qu'on veut la réduire, voire la rendre invisible. Cette altérité, elle peut être politique, elle peut être sociale, elle peut être sur les mœurs, elle peut être sur tout ça en même temps. Et la question de l'intégration et de l'assimilation, c'est les degrés de ressemblance, de similitude, d'enfouissement de sa propre identité qui sont demandés à l'autre pour pouvoir être reconnu comme semblable. Alors, l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme affirme que tous les hommes sont semblables. Voilà, que tous les hommes sont d'abord semblables. Et que, dans une certaine mesure, les différences culturelles sont des différences mineures. Et la préoccupation paradoxale de la Révolution, au moment où elle demande 20 ans, c'est qu'elle fabrique des institutions civiles qui permettent de supporter la coexistence de religions différentes et de considérer que c'est souhaitable de pouvoir faire coexister des religions différentes. Et donc on voit qu'il y a des contradictions dans chacun des moments et que donc chaque situation suppose d'être analysée précisément pour pouvoir repérer quelles sont les contradictions entre les rapports d'identité, d'altérité et de citoyenneté. Parce qu'il n'y a pas non plus de nécessité de partager toutes les mêmes mœurs pour pouvoir partager les citoyennetés. Et c'est le grand texte de Clermont-Tonnerre au moment où il affirme que les bourreaux, les comédiens, les juifs et les protestants, eh bien, même s'ils ont des mœurs différentes, doivent appartenir à l'ensemble des citoyens. Voilà, je suis désolée, je vous laisse. Merci beaucoup. Gérard Noiriel, vous voulez répondre en 2 mots, puis après on repasse à la salle. Vous avez... Oui, pour prolonger ce que disait Sophie, c'est aussi sous la Troisième République, tout ce débat-là est relié à la question de la loyauté, des espions et de la loyauté. Et donc, l'idée qui s'impose, je dirais presque à droite comme à gauche, de ce point de vue-là, c'est, attention, il y a le fil qui... C'est l'idée que la loyauté suppose une éducation. Donc, un immigré donc, qui est le représentant d'une nation étrangère, quand il vient en France, eh bien, il ne peut pas avoir immédiatement une loyauté pour la France. Et là où c'est connecté avec la question culturelle, c'est qu'on va interpréter comme des preuves d'un manque de loyauté des caractéristiques culturelles. Et ça, pour moi, c'est inscrire une forme de raisonnement qui est peut-être
typiquement français, je connais peut-être pas assez les autres cas, mais je pense que c'est vraiment franco-français, enfin de la conception française de la République, qu'avec tout ce qu'on a eu sur l'affaire du foulard, du voile, etc. Vous voyez, des signes comme ça sont surpolitisés. La France, c'est un pays où vous avez une petite élite centralisée à Paris qui constamment surpolitise les pratiques des gens ordinaires, je dirais. Et donc on a cette logique-là on la voit se mettre en place dès la fin du 19e siècle, je dirais, où il y a une suspicion qui est établie à l'égard d'un certain nombre de gens parce qu'ils viennent d'un autre pays et on leur dit on ne peut pas admettre, même s'ils deviennent français, parce qu'il fallait déjà plusieurs années, 5 ou 10 ans, pour devenir avoir la naturalisation. Après, enquête, vous savez, enfin, c'est une procédure longue. Et bien même pour ces gens-là qui ont été acceptés comme étant français, on ne leur donne pas tous les droits des citoyens, parce qu'on estime qu'il faut encore qu'ils fassent un stage, parce que autrement, ils risquent d'être transportés une loyauté à l'égard de leur ancienne patrie. C'est ça, cette logique-là qui va s'inscrire. Et après, on la retrouve constamment. Et c'est le discours, par exemple, de droite, j'ai étudié chez Drummond, mais on en trouve d'autres, qu'on appellerait aujourd'hui du communautarisme. Le mot n'existe pas à l'époque. À cette époque-là, on disait « nation dans la nation ». On dit les Italiens représentent une nation dans la nation. La preuve, c'est qu'en 1881, quand les troupes françaises ont défilé à Marseille, ils ont sifflé la Marseillaise. Tiens, ça m'évoque quelque chose de beaucoup plus récent, cette affaire-là. Oui, c'est interprété comme en disant comment ces Italiens à Marseille, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'ils sont là, ils sont nés là, et ils continuent à... Donc il y a tout ce débat qui se construit à ce moment-là. C'est ça qui est fascinant. Tout se construit pratiquement en quelques années, et après c'est répétitif. Vous trouvez ça à toutes les époques, à chaque période de crise, dans les années 30 et tout. Et moi, ce qui me frappe, c'est le côté répétitif sur le fond. Vous voyez, c'est ça qui me fascine. Et je me dis, c'est pour ça que la raison majeure, c'est le fait que nous vivions toujours dans des sociétés qui sont construites sur une base nationale. C'est l'État national qui détermine fondamentalement le eux et nous pour la majorité des gens. Donc c'est pour ça que ça perdure constamment. Ouais, attends. Ouais. Non, je veux dire très vite quelque chose sur la réponse assimilation, parce que c'est un débat important. Je souscris à ce que dit Gérard Noiriel, mais je voudrais rajouter le contexte, parce que comme tu as dit tout à l'heure, le contexte historique est important. En fait, ce qui se passe sous la Troisième République, c'est qu'il y a eu la défaite contre la Prusse en 1870, qui est impensable pour les Français de l'époque, qui sont très cocorico, etc. Et donc, les réflexions des grands penseurs comme Ernest Renan, etc., vont être de dire il faut faire une réforme morale. En fait, nous avons perdu, pas d'un point de vue militaire, mais au niveau de raisons d'avant, sous le Second Empire. Et donc, moi, je suis contre l'assimilation, par exemple. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'époque où la Troisième République le dit, c'est dans cette inquiétude vis-à-vis de cette défaite face à la Prusse, dont ils considèrent que eux, leur code de nationalité, leur vision de la nationalité, leur donne beaucoup plus de force. Et ensuite, pour vous répondre, et je m'arrête pour que ça dure 10 secondes, on va se rendre compte, après la Deuxième Guerre mondiale, que le problème de l'assimilation, c'est ce sentiment d'uniformisation que ça demande. Et quand il y a eu une des premières questions au tout début sur les enfants décolonisés ou la question de la colonisation, évidemment, ces choses arrivent là. Tous nos contemporains sont d'accord que le mot d'assimilation donne le sentiment qu'il faut couper les racines. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on a essayé de mettre en place l'intégration, dont aujourd'hui des gens de droite disent qu'elle a échoué et qu'il faut retourner à l'assimilation. Excusez-moi, juste, je prends la parole pour redonner la parole à la salle. On a encore beaucoup de questions. Les doigts se lèvent. Et on va être obligé d'en prendre que 3 parce que c'est compliqué. Il y a déjà le micro qui est dans la salle et on a 2 autres questions et je vous propose qu'après on arrête. Il reste. Et après on fera un autre débat. Alors, on vous donne la parole, monsieur. Ensuite, il y a une dame au fond et puis cette dame qui demande la parole depuis longtemps. Bien, merci pour vos interventions. J'aimerais vous poser la question un peu, disons, la question léniniste du que faire et quel bilan tirer quelque part de l'échec de l'internationalisme prolétarien dont Gérard Noiriel évoquait les difficultés et qui passait par le vecteur de l'international communiste, mais aussi certainement par le vecteur des non-alignés et ensuite de la tricontinentale sur l'axe Ben Bella, Ben Barka, Guevara, Castro, et qui manifestement a échoué. Et l'impression que j'ai, c'est qu'au sein de la gauche, aujourd'hui, on a eu 2 tendances qui sont tombées dans 2 écueils. Le premier, qui est peut-être celui d'une espèce de conception
de la gauche, autant de gouvernement que radical, peut-être un petit peu, fasciné par une forme de multiculturalisme, mais qui est plus dans une tradition anglo-saxonne qu'une tradition, française républicaine, et de l'autre côté, une tradition qui se veut républicaine, mais qui en vrai semblerait tomber un peu dans justement la nostalgie de la conception de l'assimilation, de cet assimilationnisme qui, au mieux, nous donne Valls et bien souvent plutôt des Zemmour. Donc peut-être que moi j'appartiens plutôt à ces personnes qui chantaient sur les épaules de leur père, première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Ma fiancée à côté est franco-algérienne, mon camarade est lui d'origine espagnole, moi-même d'origine italienne. Mon grand-père était un assimilé, mais cette assimilation n'a finalement pas tant marché que ça, puisqu'il n'a pas appris l'italien à sa fille, mais qu'il a appris par ses propres moyens. Et moi-même, je reviens d'un mois et demi annuel d'Italie, donc finalement ce lien reste. Mais néanmoins, je conclus là-dessus. Nous trois, et je ne pense pas trahir leur pensée, nous nous estimons aussi patriotes, et dans le sens patriote, fraternité républicaine, fraternité révolutionnaire. Donc comment est-ce qu'au XXIe siècle, on pourrait articuler un nouvel internationalisme prolétarien qui n'est pas le cosmopolitisme bourgeois, et de l'autre, une sorte de patriotisme républicain et révolutionnaire? A-t-il jamais marché cet internationalisme? On va peut-être prendre encore une question, parce qu'il reste 10 minutes à peine. Oui, et des questions courtes de préférence. Alors c'est difficile d'avoir des réponses courtes sur un sujet aussi vaste. Alors moi je suis arrivée un peu en retard, je m'en excuse, mais il me semble que immigration et migration sont deux secteurs très importants, et du coup on s'y perd en termes de sémantique et d'orientation, et combien même d'histoire. Moi, ce qui me gêne, je le vous dis en toute sincérité, c'est la non-vulgarisation du débat sur l'immigration, et surtout sur l'état des lieux aujourd'hui. On sait qu'il y a une scission très très importante dans les quartiers populaires aujourd'hui, en Ile-de-France, dans certaines cités. On a l'impression qu'il y a deux sociétés qui cohabitent l'une à côté de l'autre. Moi, je ne sais pas, dans les années 70, j'avais pas du tout ce sentiment-là. J'avais le sentiment d'un vivre ensemble, de passerelles éducatives, d'un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est important, c'est de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les problématiques posées par le terrain? Quelle est l'éducation qu'on prône aujourd'hui dans les écoles? Qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble? Qu'est-ce que c'est que le religieux aujourd'hui? Enfin, voilà, moi, j'attendais aujourd'hui quelque chose qui soit pragmatique, qui soit direct, avec voilà, comment dire, pas... Bien sûr qu'on a besoin de se repositionner sur l'histoire, savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment et pourquoi. C'est évident qu'on s'appuie toujours sur l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on sait ce qu'on est capable d'envisager demain? On dit l'échec de la gauche depuis 30 ans, mais c'est vrai, c'est un échec, mais qui est incommensurable. C'est terrible de savoir ce qui se passe aujourd'hui et de voir qu'on a des parcours exemplaires de gens et qui sont capables aussi d'appartenir à cette société. Quand on parle assimilation, oui, on peut être différent, mais comment aussi la société s'adapte avec ces gens qui sont différents, et non pas l'inverse, que ce soit pas toujours les gens qui sont dans les quartiers qui ont besoin de voir une certaine culture, mais que ceux qui sont aussi de l'autre côté puissent aussi voir ce que font ces gens-là, qui ils sont, comment ils se sont-ils adaptés, qu'est-ce qu'ils sont capables de créer. Et je crois que ça, c'est un manquement évident à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Merci. Merci. Juste pour rajouter ce que disait Zaya, je prends la parole 2 secondes. En effet, le mot immigration aujourd'hui, ça devient un mot presque une publicité. Alors les politiciens, je pense qu'ils l'utilisent comme un outil publicitaire pour les campagnes, etc. Mais comme elle disait, finalement, concrètement, on fait quoi tous ensemble? Tout le monde parle de la réforme de la nationalité. Vous savez très bien que les jeunes issus de parents immigrés nés en France ont eu le droit du sol, qui a été remis en question par le Code de la nationalité française, où il fallait qu'on justifie de notre nationalité française, alors que depuis l'histoire, nous le sommes, excusez-moi. Et donc c'était aussi une manière de nous rendre expulsables. Et aujourd'hui, la droite, certains gens de gauche, le Front National est en train de remettre en question tout ça, sous prétexte que voilà, le produit immigration, c'est déjà,
ils en sortent des plus produits pour leur campagne électorale. Donc voilà, merci. Bon, comment faire autrement? Merci. Est-ce qu'on peut avoir une question et après je repasse la parole à nos invités? Je crois qu'en fait, on est obligé d'arrêter les questions. On me demande d'arrêter les questions, donc pour des raisons de temps, et que ces questions pourraient être reportées après la deuxième table ronde. On aura effectivement du temps aussi après. Là, il va falloir passer la vidéo et on a une deuxième table ronde. Donc on s'excuse, c'est vraiment on a un gros problème de timing. On vous assure qu'on prendra les questions dans le deuxième temps de la table ronde. Néanmoins, il va falloir que vous répondiez déjà aux 3-4 questions qui viennent d'être posées. Allez-y. C'était pas vraiment des questions. Ou alors la question que je comprends implicitement, c'est qu'est-ce qu'on fait là, nous, chercheurs, par le fait. C'est effectivement une question tout à fait légitime. Il y a des enjeux politiques. Si on fait venir des chercheurs, c'est pour voir comment on peut traduire des réflexions scientifiques, disons, des sciences sociales, etc., du droit, etc., dans des pratiques politiques. C'est une question extrêmement compliquée. Mais je veux dire, si on veut... C'est pas le tout de se lamenter sur la montée du Front National. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Vous comprenez ? Et c'est pas le tout non plus de se lamenter sur la marginalisation des quartiers. Il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est des rapports de force. C'est ce qu'on appelle la lutte des classes en bon français. Vous comprenez ? Donc voilà, c'est là, nous, on peut apporter une dimension d'explication, mais on ne trouvera pas, nous, et moi, j'ai été vacciné contre ça. C'est pas à nous d'aller dire à ceux qui ont été élus, qui ont des responsabilités politiques, ce qu'il faut qu'ils fassent. C'est cette vieille conception de l'intellectuel. Nous, on n'en veut plus, ça ne marche plus. D'ailleurs, si on avait un petit peu de temps pour reparler des Gilets jaunes, justement, du nouveau rapport que ça introduit ceux qu'on appelait les intellectuels. Il n'y a pas eu de Bourdieu, il n'y a pas eu de Sartre pour les Gilets jaunes. Mais il y a toute une série de gens qui font un travail de fond avec les Gilets jaunes aujourd'hui. Donc c'est aussi ça qui est en jeu. Mais vous comprenez, comment voulez-vous qu'on puisse aborder toutes ces questions-là lorsque on se sent culpabilisé parce qu'on a le micro, qu'il y a des tas de gens qui auraient voulu poser des questions qui n'ont pas pu les poser, que voilà, il faut organiser peut-être davantage de sessions comme ça où on fixera des choses plus précises. Je dirais simplement que moi, j'ai fondé une association d'éducation populaire qui s'appelle DAJA, qui intervient dans les écoles. On en a une qu'on va bientôt faire d'ailleurs ici, pas forcément, je ne sais pas dans quelle commune on est ici, mais qu'on fait à Saint-Denis, à Stein, etc., à La Courneuve, qui s'appelle Nos ancêtres les migrants, qui est aussi tournée vers l'invention de langage qui soit accessible justement à d'autres publics. Moi, on a fait aussi un spectacle sur le clown chocolat qui a donné un film avec Omar Sy, tout ça, tout ce travail, moi je l'ai à cœur et je le comprends et je le trouve extraordinairement important. Voilà. Mais voilà, il ne faut pas nous placer dans des situations comme ça où, vous voyez, on est comme ça pris un peu en porte-à-faux parce qu'on ne peut pas aller plus loin, si vous voulez, parce que toutes ces questions-là sont compliquées et elles demandent de travailler peut-être en plus petit comité, de se donner du temps. Voilà, c'est peut-être ça qui fait défaut aussi aujourd'hui. Et il y a une responsabilité de la part des universitaires. Moi, je vois combien dans notre milieu, on en parlait aussi un peu tout à l'heure, ont démissionné complètement. Là, on a une grande différence avec les années 70. Moi, quand j'étais étudiant, il y en avait beaucoup, des enseignants, des universitaires, tout ça, qui étaient engagés, comme on disait, dans la vie politique. Aujourd'hui, les 3/4 sont macronistes, et puis basta, quoi. Ça s'arrête là. Donc voilà, il ne faut pas non plus jeter la pierre aux rares qui restent et qui essayent de faire quelque chose. Voilà. Merci. Je pense qu'on va conclure. Vous voulez dire un mot non ? Ça marche. Alors maintenant, on a un film, une intervention de Benjamin Stora, justement, qui n'a pas pu venir. Pour introduire la deuxième table. On va peut-être laisser la parole à Danielle Obono. Si elle 5 veut, bien minutes sûr. pour réagir à tout ça et du point de vue du politique. Après, on passe le film de Benjamin Stora et on bascule sur la deuxième table ronde. Merci. Non, mais je réagis à la suite des interventions, même si je n'étais pas censée parler maintenant, mais comme il y a une discussion générale, peut-être par rapport aux interpellations, dire ce qu'on avait prévu aussi de présenter, c'est que faire, il y a beaucoup à faire déjà, et je pense qu'on aura peut-être le temps d'en rediscuter, sur concrètement les questions de solidarité concrète, d'auto-organisation par rapport aux situations réelles des personnes migrantes aujourd'hui. Je pense qu'il y a de quoi
quoi faire. Et puis politiquement, c'est aussi un débat, et je reviens sur ce qu'a dit Gérard Noiriel et sur la question d'organiser partout des espaces de débat et ne pas laisser aujourd'hui au gouvernement, à la majorité, à M. Macron, à imposer les termes du débat, parce que c'est ça qui va se passer, qui a déjà commencé, qui a été annoncé comme un élément de stratégie politique très clairement, qui vise à obtenir un duel Macron-Le Pen, que ce soit Maréchal ou Marine, en 2022. Et donc ça veut dire une responsabilité individuelle et collective à faire exister, comme ce qui s'est fait ce soir à l'initiative de Sabine Rubin, partout des espaces et des moments de discussion, d'élaboration, d'organisation et d'action sur nos bases, c'est-à-dire sur ce qu'on a commencé à faire émerger comme analyse, rappeler la réalité, rappeler l'histoire, rappeler la construction de l'histoire. Et je pense que on aura l'occasion d'en reparler dans le détail tout à l'heure, mais il y a vraiment de quoi faire, et je crois qu'il faut se saisir de ce moment, de ce type d'initiative pour les démultiplier à nos échelles partout où on peut. C'est en tout cas ce que nous on va faire à l'Assemblée avec Sabine et l'ensemble du groupe, et qu'on appelle bien sûr tous les citoyens, les insoumis, les insoumises et au-delà, à faire de même partout. Merci.